à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. La première Riviera Waterbike Challenge se déroulera début juin entre Nice et Monaco, une compétition entre vélo et pédalo pour la bonne cause. La 8e édition du Monaco Boxing Challenge, retour sur cette réunion pugilistique dans ce journal. L'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée, la MAPI, vient d'organiser une journée portes ouvertes dans ses locaux de Fontvieille. Princess Bride, un film culte des années 80, a été projeté à des élèves de la Principauté au Théâtre des Variétés par les archives audiovisuelles de Monaco. Le personnel de la direction de l'aménagement urbain vient de suivre une formation au premier secours. Et enfin, de la voile avec la compétition qui s'est déroulée sur le lac de Garde, la GC32 Riva Cup. Le Yacht Club de Monaco et la Principauté étaient représentés. Le 4 juin prochain se déroulera le premier Riviera Waterbike Challenge. Cette compétition ralliera Nice à Monaco. De grands champions et des amateurs y prendront part au profit de la fondation Princesse Charlène. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal y étaient. Ils se sont illustrés sur les pistes d'athlétisme ou les circuits et grands stades. Ces champions encore en activité ou retraités vont mettre leur énergie au service de la Fondation Princesse Charlène. Le 4 juin prochain, 22 grands sportifs prendront part au Riviera Waterbike Challenge aux côtés d'amateurs. C'est ce qu'on appelle un pro-am en fait. Et il y a une stratégie puisque ce sont des relais, donc il faut s'organiser au sein de l'équipe. Il faut parcourir 21 km et rallier Nice à Monaco en relais. C'est du vélo sur l'eau. Il ne faut pas croire que ceux qui sont habitués d'aller sur l'eau seront privilégiés, bien au contraire, je dirais. Il ne faut pas croire non plus que les cyclistes seront privilégiés, parce que c'est relativement instable, même si le vélo a vraiment été très très bien conçu. Donc je pense qu'il va falloir se relayer souvent pour garder de la fraîcheur et faire des petits sprints. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, mais ne le dites pas, parce que ce sera la stratégie de notre équipe qui, bien entendu, est là pour gagner. Depuis le début, la princesse voulait des ambassadeurs et aussi des personnes associées à son action pour donner plus de dimension, pour donner plus d'aura et en même temps de grands cœurs qui nous soutiennent depuis le début. Et encore aujourd'hui, c'est l'exemple même de cette solidarité intersportive pour aider contre ce terrible fléau qu'est la noyade. Parmi les champions qui ont accepté de relever le défi, certains étaient présents lors du tirage au sort qui a déterminé la composition des équipes. Ils sont actuellement en plein entraînement et ont fait une démonstration de waterbike dans le port de Monaco. Cela va être un événement amusant, porteur d'un message très sérieux. Je vais participer, mais peut-être pas concourir. Vous savez, j'ai 46 ans, mais j'aime beaucoup faire du vélo dans le sud de la France. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avant sur l'eau, mais je ferai de mon mieux. Pour l'instant, j'ai continué à m'entraîner comme je fais tous les jours en faisant des footings. Mais j'essaie aussi de faire un peu de muscu, de faire un peu des essais à vélo de temps en temps. Vous répondez toujours présente. Vous êtes notamment l'une des ambassadrices de Peace and Sport. Vous habitez à Monaco. Quel regard portez-vous sur l'engagement de la princesse Charlène, qui elle aussi a été une grande championne ? Je trouve que c'est super sympa qu'elle trouve des moyens comme ça où on s'amuse beaucoup, mais en même temps, on fait monter le fait qu'il n'y a pas assez d'enfants qui savent nager, que le danger de l'eau en même temps qu'en profitant de s'amuser un peu là-dessus. Donc c'est le double défi en fait, de faire élever les fonds, mais en même temps faire quelque chose qui monte dans l'esprit de vouloir faire quelque chose pour aider tout le monde. Le Riviera Waterbike Challenge va permettre de récolter des fonds pour le projet Lumbila. Le pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Milan a été transféré au Burkina Faso, où il accueillera notamment un centre de formation aux premiers secours et un centre de sauvetage aquatique pour toute la région ouest africaine. Sport toujours, en bref. Sachez que les trophées de l'UNFP, l'équivalent des Césars en foot, ont été décernés. C'est une belle récompense pour l'équipe monégasque, avec Leonardo Jardim élu meilleur entraîneur de Ligue 1, Daniel Zubazic meilleur gardien et Kylian Mbappé meilleur espoir. À savoir que 6 joueurs de l'ASM font partie de l'équipe type Zubazic et Mbappé, mais également Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Camille Glick et Bernardo Silva. On passe à un sport de combat avec la 8e édition du Monaco Boxing Challenge qui s'est déroulée ce samedi, comme d'habitude, à l'espace Léo Ferré. Une soirée entre combat pro et amateurs. En voici le résumé.
Une réunion pugilistique organisée encore une fois par l'ASM Box. 11 combats au total, 5 combats amateurs et 6 combats professionnels, dont celui d'Adriani Vastine, short blanc, gants rouges. Le boxeur français combat sous les couleurs monégasques. Après un beau parcours en amateur, il a décidé de se frotter au professionnel. C'est son retour après 3 mois d'arrêt suite à une blessure. À son palmarès pro, 3 combats, 3 victoires. En face de lui, Jérémy Bougamont. Lui aussi reste sur 3 victoires. Adriani Vastine est coaché par son père, mais également par René Jacot, ancien champion du monde. Le combat ira jusqu'au terme des 6 rounds. Adriani domine largement le combat, même s'il lui manquera un peu de cardio à la fin. L'ACMiste est un beau boxeur, il varie ses coups, droite, gauche, uppercut, au visage, au foie. Il accélère là où on ne l'attend pas. Adriani, avec d'excellentes combinaisons, l'emporte logiquement au point. Je pense que techniquement j'ai dominé, pas largement, mais mon combat, sans trop de danger on va dire. Même si on n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup. Mais ce qui m'a fait mal, c'est le cardio, parce que je me suis arrêté depuis le 3 décembre pour une opération du genou. Et donc, les fêtes, tout ça, moi à la base, je suis un moyen, donc moins de 75 kilos chez les amateurs que j'ai fait pendant des années. Et là en pro, on me demande de descendre à 73, voire 72,5 pour les grosses compètes. Donc pour un boxeur, déjà, le premier combat, c'est le poids. Mais en plus de descendre 2 kilos en dessous de ma catégorie, c'est pas facile. Et là, on a pu le voir ce soir que le poids m'a gêné dans ce combat. Toujours content de boxer pour Monaco, ouais. Bien sûr, oui, c'est un plaisir. Parce que si j'avais pas eu Monaco, je pense qu'à cette heure-ci, je ferais plus de boxe. Autre combat pro, celui de Wari Bessa en short noir et rouge, en poids lourd léger. La nouvelle recrue de la SM Box est face à Norbert Magyar, un Hongrois. Le combat n'ira pas au terme, loin de là, il n'ira même pas jusqu'à la fin du premier round. À 1 minute 16 du début du combat, Wari enchaîne une série de crochets. Le Hongrois tombe, il est compté une première fois. On le voit, il est sonné, il n'a plus toutes ses capacités. À peine 30 secondes plus tard, Norbert Magyar se prend une grosse droite. Il ne se relèvera pas. Victoire de l'ACMiste par KO. J'ai pas voulu gagner par KO. Je voulais durer le combat pour montrer encore mes qualités, mes techniques. Dommage que l'adversaire il a eu un petit choc au premier round et puis voilà, il a reçu une droite. Ça fait quoi de boxer ici et pour Monaco, pour les couleurs de Monaco? C'est un plaisir de boxer pour Monaco. C'est une terre de boxe. Et puis surtout le staff qui travaille en ce moment pour la boxe monégasque. Ils font un gros travail. Laurent Piance et André Mikalev et Laurence Pastorelli. Et je leur remercie infiniment de me faire confiance. Autre combat pro, celui de Franck Aroch-Horta, F2H pour les intimes. Il a des gants argentés. Un dominateur de bout en bout face à un Russe malgré tout courageux. Franck, qui a déjà combattu ici à l'espace Léo Ferré, va gagner ce combat haut la main, à coup notamment de terribles uppercuts. Le Russe sera compté plusieurs fois jusqu'à l'arrêt de l'arbitre. A noter, toujours dans les combats pro, un duel de gladiateurs, celui de 2 Français, Massy Tachour de l'US Fontenay face au Montpelliérain, un habitué, Mohamed Kani, à gants dorés, short noir et blanc. Un superbe combat, ces 2 guerriers ne s'économisent pas, ils sont puissants, rapides. Le combat est très équilibré, il faudra attendre le 8e et dernier round pour voir Mohamed Kani gagner au point. Passons aux amateurs en début de soirée avec des monégasques opposés à une sélection parisienne. Les 4 boxeurs du club n'ont pas eu de mal à l'emporter, notamment Sacha Diloro qui rentre littéralement dans son adversaire, plus grand que lui. Sacha en rouge casse comme il le faut les distances et remporte le combat. Tout comme Lorenzo Fernandez, sans suspense, ou encore un habitué et de ce ring et de notre antenne, Idriss Barka, qui lui aussi a remporté logiquement sa rencontre, notamment grâce à son coup d'accélération dans le 3e round. C'était la dernière soirée boxe de la saison pour le Monaco Boxing Challenge. Prochain rendez-vous à la rentrée en septembre. Mais avant cela, sachez que vous pourrez retrouver prochainement sur Monaco Info un magazine consacré à cette 8e édition avec à mes côtés pour commenter ces combats Laurent Piance et André Mikalev.
Un focus à présent sur l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée, l'AMAPI, qui vient d'organiser une journée portes ouvertes dans ses locaux de Fontvieille. Un événement qui a connu un large succès, comme vous pourrez le constater dans ce reportage signé Émilie Rousseau. C'est une association qui fête son demi-siècle cette année et qui a ouvert ses portes le temps d'une journée. L'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée, plus connue sous le nom de l'AMAPI, permet aux personnes en situation de handicap mental de s'intégrer dans la vie active, mais aussi de soutenir les bénéficiaires dans leur quotidien et de les accompagner dans leurs projets de vie personnelle. Une action grandement soutenue par le gouvernement princier qui avait tenu à être présent lors de cette journée porte ouverte. Le gouvernement soutient l'AMAPI de manière très importante au niveau financier. Nous sommes derrière eux et d'une manière générale, vous savez que la principauté fait beaucoup pour le handicap. Nous avons fait voter une loi en novembre 2014 qui est une des plus progressistes d'Europe, à la fois pour les aides financières, avec le statut des aides du travailleur handicapé, du handicap, avec aussi l'insertion professionnelle, on le voit ici, mais il y a aussi des travailleurs handicapés en milieu ouvert. Nous prenons en charge jusqu'à 85% du salaire. Et puis 20 000 € sont disponibles pour aménager les postes de travail, parce que le handicap, ce n'est pas que le handicap mental, c'est aussi le handicap physique. Et donc nous avons aussi pris en charge l'insertion des travailleurs handicapés à mobilité réduite. Voilà, de manière générale, l'aménagement de la ville, l'aménagement des transports aussi, vous le savez, des autobus, font de Monaco, je crois on peut le dire, un pays vraiment à la pointe de ce qui se fait pour la prise en charge des handicapés. Production propre, prestations de services ou encore entretien des espaces verts, de nombreuses activités sont proposées aux bénéficiaires. Ils sont ici 25 au CAPS 1. Nous avons différents types d'ateliers. Nous avons les espaces verts, la sérigraphie, les espaces verts où il y a un certain nombre de clients, plus des interventions sur Monaco. Également donc la sérigraphie, les cartes de vœux, les paniers, donc à diverses occasions, on les fait au moment de Noël, mais ça peut être pour la fête des mères ou pour Pâques. Également la distribution de revues au sein de Monaco et également l'assemblage de pièces industrielles. Et pour prendre cet exemple de pièces industrielles, ce sont entre 20 et 25 000 pièces assemblées chaque mois dans les locaux de Fontvieille. À l'AMAPI, depuis plusieurs années, les travailleurs handicapés ne cessent de s'épanouir dans leur profession. Ça fait 17 ans que je suis là et ça fait du bien. Je travaille comme tout le monde et je suis contente. Et je tourne un peu, je fais un peu des ateliers, je tourne et voilà, je suis avec des amis que j'aime bien. C'est une belle ambiance à l'AMAPI. Je travaille dans les jardins avec Pascal et Jonathan. On fait un peu de tout, on va dans des villas particuliers. On fait de la taille, on fait des plantations, nettoyage, désherbage. Je travaille en atelier de la sérigraphie avec Ludovic. C'est un travail que l'on fait au quotidien avec des machines professionnelles pour imprimer les logos. Après, on presse sur les t-shirts. L'AMAPI, c'est également un centre d'activité à la Turbie et un foyer de vie qui accueille une dizaine de personnes. Lors de sa visite, le conseiller Stéphane Valéry est revenu sur la création d'une unité de maison de retraite pour les personnes handicapées vieillissantes. Un besoin indispensable pour ces personnes qui font partie intégrante de la principauté. Les élèves de la Principauté ont pu découvrir un film culte des années 80 au Théâtre des Variétés, Princess Bride, projeté par les archives audiovisuelles de Monaco. Le film était en anglais, sous-titré en français. Un film qui a émerveillé les enfants, comme nous l'explique Christinda Thomel dans ce reportage. Une histoire de cap et d'épée, une fiction où se mêlent la parodie et le romantisme. Les archives audiovisuelles ont choisi cette fois de faire découvrir aux petits écoliers de la Principauté le film Princess Bride, sorti au cinéma en 1987, d'après une adaptation du roman de William Goldman.
Âgés de 8 ans, les enfants ont plongé au cœur de cette histoire fantastique où la narration est encadrée par une scène présentant un jeune garçon malade au lit qui accepte, en rechignant, que son grand-père lui lise une histoire de princesse et de vengeance. Le film suit le fil de l'histoire, interrompu par les commentaires du petit-fils et du grand-père. Un film qui répond parfaitement à la thématique sur laquelle travaillent cette année les élèves en classe, à savoir le conte et l'adaptation du conte au cinéma. C'est un film qui a été tourné dans les années 80, à la fin des années 80, une époque de la renaissance de Hollywood qui s'intéresse à nouveau aux films à grand spectacle, aux films d'aventure, aux films de cap et d'épée, comme il en a toujours fait. Mais c'est vrai que Hollywood avait mis un peu ça de côté avec l'arrivée de ce qu'on a appelé une nouvelle Hollywood, Hollywood un peu indépendant, qui a mis en avant des cinéastes qui s'intéressaient moins à ce type de cinéma. Et Princess Bride reprend justement les codes de ces grands films d'aventure pour les détourner et essayer en mettant un petit peu de nostalgie, rappeler à tous les enfants du monde que le cinéma a vocation à nous prendre par la main et à nous raconter des belles aventures nourries de suspense, de rebondissements, etc., etc. Nous avons tout au long de l'année travaillé sur le conte, des contes d'origine, les contes traditionnels et les contes détournés. Donc mon intérêt pour venir par rapport à ce film, c'était qu'ils puissent retranscrire le schéma narratif qu'ils ont vu dans les œuvres littéraires, de voir comment ça se retranspose dans le cinéma et de retrouver toutes les parties du conte, de la situation initiale à la situation finale. Alors, un conte de cap et d'épée, ça plaît beaucoup aux enfants. En plus, là, on est en plein dans le Moyen-Âge avec les chevaliers. On a vu hier l'adoubement et tout. Donc, du coup, ça tombe bien parce qu'ils peuvent réinvestir même le champ lexical, de petites choses, mais ça va leur plaire. Et ça sort aussi de tout ce qu'ils voient maintenant quand ils vont au cinéma. C'est comme il est vieux pour eux, le film. Il n'y a pas les mêmes effets spéciaux. Je suis toujours surprise de la façon dont ils accrochent sur ces vieilles projections. Mais ils sont très réceptifs. Il s'agissait du dernier film projeté par les archives audiovisuelles pour l'année scolaire en cours, les archives choisissant déjà les prochaines projections pour la future rentrée scolaire, une sélection qui devra bien sûr être approuvée par l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, toujours très sensible à ces démarches de promotion de l'art et de la culture cinématographique. Dernièrement, le personnel de la direction de l'aménagement urbain a suivi une matinée de formation aux premiers secours. En quoi cette formation est-elle indispensable dans ce service de l'administration? Les éléments de réponse dans ce sujet de Christina Tomel, Horacio Gagino et Eric Pocoy. Chaque année, 10 000 vies en France pourraient être épargnées si une personne sur 5 connaissait les gestes d'urgence. Suivre une formation au premier secours, connaître ces gestes qui sauvent et savoir comment réagir face à un accident, c'est ce que la direction de l'aménagement urbain a souhaité mettre en place pour son personnel en organisant une matinée dédiée à la sûreté. Et c'est à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, sur la place du Campanin à Fontvieille, que des ateliers pratiques ont vu le jour pour ancrer la sécurité dans les gestes au quotidien et pour que le personnel s'en imprègne tout en proposant des approches pragmatiques et ludiques. Main à plat sur le front. Et basculez. Basculez. Voilà, impeccable. Collez comme ça, maintenez, allez au-dessus et observez. On a des mouvements bas-ventre, donc on a bien des signes de respiration sur le victime. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, il respire, donc l'urgence, ça va être l'appelé, je pense. Ouais. Là, on va essayer de trouver un pansement compressif pour pouvoir le mettre en PLS. J'ai choisi de participer à cette matinée pour voir un peu les gestes des premiers secours, pour voir un peu s'il y a besoin pour des collègues ou n'importe quoi, d'un coup de main sur le lieu du travail. Et voilà, pour un peu s'informer. Est-ce que des fois, vous faites peur? Sur le lieu de travail, oui, sur le travail, ça arrive. Moi, je suis marqueur routier, donc je suis constamment sur la route. Donc ça arrive, oui, des frayeurs quotidiennes, il y en a tous les jours. Et c'est important, justement, de connaître les premiers gestes de secours? Tout à fait, oui. C'est quand même assez important, on peut sauver des vies. Avec pas grand-chose, avec peu de connaissances, on peut sauver des vies, donc ouais, c'est quand même intéressant. Depuis le début de l'année, une personne est responsable prévention risque au sein de la DO, un service de l'État dans lequel évoluent 255 personnes à l'année et qui fourmille de métiers dits
à risque. On a au sein de la direction de l'aménagement urbain des métiers très techniques. On a des personnels qui interviennent sur la voirie, signalisation, en milieu spécifique, assainissement, sur le domaine aussi de l'énergie, dans les jardins. Donc on a de multiples problématiques, de multiples potentiels risques. Donc oui, ces situations, on peut les retrouver et c'est important qu'ils soient en effet préparés, qu'on arrive aussi à les anticiper, mais qu'ils soient préparés à ce type de réaction. On a des métiers très techniques et avec vraiment des risques potentiels importants. Mais on met tout en œuvre et aujourd'hui c'est aussi cette illustration, on met tout en œuvre pour justement garantir un maximum de sécurité pour eux et on est à l'écoute aussi pour faire évoluer les pratiques par rapport à leur métier. Donc c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi à des problématiques jardin, à des problématiques assainissement, on essaye d'être plus juste. Voilà, donc ça je pense qu'en effet ça peut leur être utile et ils sont très volontaires à participer à ces événements. Des ateliers pour apprendre certes les gestes de premier secours, mais aussi qui permettent aux candidats de se mettre dans un contexte sensoriel équivalent à une personne qui aurait pu consommer du cannabis, de l'alcool ou qui serait tout simplement dans un état de fatigue avancée. L'idée, c'est de faire le parcours en suivant les pointillés blancs, en touchant le minimum d'obstacles. Minimum. Le minimum. Idéalement, sans toucher d'obstacles. Je vais essayer. Je vais essayer. Donc ici, nous avons le cannabis. Je vous laisse essayer. Quelles sont vos sensations? Flou. C'est flou, hein? Ouais. D'accord. Où est-ce que je vais là? Je reste auprès de vous et on essaie de suivre les points blancs. Ouais, pas mal. Un plot. Là, il faut lever la jambe. Oui, c'est pas grave. Continuez. Voilà. Le dernier. Le dernier. Voilà, attention. C'est fini. C'est pas mal. Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on ressent? Eh ben, je vais jamais prendre de cannabis. C'est horrible, c'est horrible. On voit tout flou. Je voyais 2 lignes comme ça. C'est pas conseillé quand même. Ça permet de sensibiliser les personnes à ce risque et aussi du fait qu'on est dans un état de confiance qui n'est pas perçu de la même manière par les personnes extérieures à la situation. Donc c'est aussi l'intérêt de l'exercice, c'est de mettre en avant cette différence de perception qui peut potentiellement générer des risques. Une matinée qui était ouverte à tous les volontaires et qui s'est achevée dans la bonne humeur autour d'une collation sur la place. De la voile avec la compétition qui s'est déroulée sur le lac de Garde, la GC32 à Riva Cup. Le Yacht Club de Monaco et la Principauté étaient représentés, notamment par Pierre Casiraghi, que l'on va écouter dans ce sujet. Du 11 au 14 mai, les équipages poursuivaient sur le lac de Garde un objectif, celui de récolter un maximum de points. La Suisse était à l'honneur sur le podium, les 3 places ont été décrochées par des équipes helvétiques. Côté monégasque, Pierre Casiraghi et ses coéquipiers se hissent à la 9e place du classement sur Malitia après plusieurs jours de compétition sur les eaux. C'est clair que c'est très difficile d'avoir une saison, d'avoir l'hiver et de rentrer tout de suite dans le match. Donc on a eu une première journée un peu compliquée. On prend beaucoup de points, mais voilà, on a réussi à naviguer un petit peu mieux le 2e jour et encore mieux le 3e. Donc on progresse, on met un petit peu de temps à rentrer dedans. Je pense qu'il faut travailler sur ça, d'être capable tout de suite d'être compétitif. Après, le niveau est très élevé, il y a vraiment que de très bons bateaux et de super équipages. Donc ça va être dur, mais on va se battre jusqu'au bout et on va essayer. Et puis voilà, à Garde, c'est vraiment fantastique d'être ici. Donc c'est vraiment le centre de la voile, je pense, pour ces bateaux-là, c'est exceptionnel d'être ici. Après ces 3 jours de régate, les Monégasques ont donc totalisé 79 points. L'équipage du Yacht Club de Monaco qui décroche la 4e place dans la catégorie GC32 Riva Cup, On a Drive Trophy, et la 9e, je vous le rappelle, au classement du GC32 Riva Cup. D'autres dates à venir pour ce GC32 Racing Tour du 28 juin au 1er juillet en Sardaigne, puis du 2 au 5 août du côté de Palma de Majorque. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Mercredi, une très belle journée ensoleillée et chaude avec des températures de début d'été de 18 à 24 degrés. Jeudi, le déclin du soleil sans grand changement, les températures restent agréables de 18 à 23 degrés. À vendredi, une légère détérioration avec de la pluie le matin et le retour des éclaircies en fin de journée. Il fera de 17 à 20 degrés.
Samedi et dimanche, mais également lundi, un week-end et un début de semaine entre nuages et soleil. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info avec, pour commencer, votre magazine ciné préparé par José Sacré. À très bientôt, au revoir.